Tu sais, j'ai remarqué un truc assez grave. J'ai l'impression que les rencontres spontanées, dans les différents endroits publics, sont devenues pratiquement inexistantes. Je pourrais t'en faire la démonstration. Je me trouvais récemment dans un parc, du type de celui dans lequel je me trouve actuellement. Il y avait un petit fleuve. Tout était calme. Les enfants jouaient, c'était presque bucolique. Et je suis resté 2 bonnes heures et je n'ai vu personne se parler. Je n'ai pas vu deux inconnus s'adresser la parole. Et je trouvais ça extrêmement bizarre. Toutes les conditions étaient réunies pour des rencontres spontanées, détendues, au calme. Et pourtant, elles ne se faisaient pas, elles ne se sont pas faites. J'aurais pu rester 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 semaines même au même endroit, et j'aurais pas vu de rencontres spontanées. Tu sais, j'ai un peu moins de 30 ans. Dans ma génération, parler à quelqu'un en public, aller briser la glace pour établir une connexion avec des gens que tu ne connais pas au préalable, c'est quelque chose de normal, quelque chose de possible, quelque chose de permis, de socialement accepté. Ce n'est pas vu comme bizarre. On dirait que plus le temps passe, plus le nombre d'applications, plus le nombre de moyens technologiques, virtuels augmente, les technologies de communication, je veux dire. Alors moins les rencontres spontanées, les rencontres réelles, les rencontres physiques, les rencontres authentiques se font. Pourtant, dans le parc où j'étais, le climat était détendu, il n'y avait aucune raison spéciale d'être tendu, de sorte que tu te méfierais qu'un inconnu vienne te parler. Il y avait également des femmes seules en train de lire, de faire du patin à roulettes. Et pourtant, je peux t'assurer qu'elle ne se serait jamais faite aborder. J'aurais pu rester 5 ans au même endroit et je n'aurais vu aucun abordage. Alors j'ai mentionné la raison pour laquelle les hommes n'abordent plus les femmes dans une vidéo précédente, je t'invite à la voir, je te mets la miniature juste ici. Mais là je te parle de briser la glace même entre deux individus, entre deux personnes du même genre, deux hommes, deux femmes qui viennent se parler. Je n'ai rien vu de tel. Les abordages, les démarrages de conversation sont de plus en plus rares. Et je trouve ça très bizarre. Pas toi ? Et identifier ce problème me permet de faire une petite rétrospective sur la quantité de technologie qu'on avait dans les années 90, dans les années 2000, même 2005. On avait des quantités de technologie qui, à mon sens, étaient suffisantes. Regarde quelques exemples. Je vais te mettre des captures écran. Est-ce que tu te souviens de ça? Ou bien encore de ça? Ou bien de ça? Ou encore de cela? Tous ces objets ont un point commun. Les gens n'étaient pas distraits par ces objets, par des notifications intempestives, faisant des sons bizarres de temps à autre. Les gens vivaient le moment présent, malgré la présence et l'existence de ces objets. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout se fait digitalement. Et même pire, que tout doit se faire digitalement. Si quelque chose se fait dans le réel, c'est perçu comme bizarre, comme inhabituel, comme anormal. Il y a eu une espèce de shift, une transition d'une sociabilité physique qui partait du réel, une sociabilité authentique, vers une sociabilité uniquement digitale. Nos avatars digitaux comptent beaucoup plus aujourd'hui que nos avatars réels, que nos enveloppes physiques réelles. La norme sociale est devenue de briser la glace, uniquement via la glace de son téléphone. On peut arriver à des situations absurdes, en tout cas à mes yeux. Une situation où vous avez deux personnes dans le même espace en même temps, dans le même endroit, qui, au lieu de se parler et d'aller briser la glace physiquement, vont se parler via une appli. Après, on se demande pourquoi les gens sont désunis. Je faisais une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est pourquoi la révolution, la pseudo-révolution du 10 septembre en France ne va pas fonctionner. Mais vous voyez, c'est à cause de ce genre de micro-détails, de micro-pratiques, de micro-comportements qui, en s'accumulant, génèrent des paradigmes. Quand ces pratiques se diffusent parmi les individus d'une société donnée, on arrive à des impossibilités conceptuelles, comme celle de fomenter et implémenter un changement de système ou de caste politique. Les gens sont totalement désunis. Comment voulez-vous parvenir à un changement de système? Un changement de système politique qui en plus est vérolé, sclérosé, rouillé à gogo. Comment voulez-vous qu'il y ait un changement quand les gens ne sont même pas capables de se parler dans la rue, d'aller se parler de manière frontale, brute, authentique? C'est une espèce de fragilité émotionnelle, psychologique et même physique. Les gens ont peur du contact physique aujourd'hui. Ils assimilent ça à de la violence. Ils assimilent ça à une intrusion.
Donc, comment créer des groupes d'intérêt populaires capables de résister à des pouvoirs oppressifs? Impossible. C'est impossible parce qu'il faut commencer par la base. Les gens ne se font même plus confiance. J'ai moins de 30 ans, comme je le disais, et dans ma génération, parler à quelqu'un dans un bar, dans la rue, démarrer une conversation à l'aéroport, dans un club de sport, au détour d'une activité quelconque, ça fait partie de la vie sociale. Tu vois, dans mon monde à moi, quand tu vas acheter le pain à la boulangerie, que tu lances une remarque sur le temps qu'il fait, sur une petite broutille, quelque chose que tu remarques, et puis tu le dis à voix haute, ce n'est pas malaisant, ce n'est pas une intrusion, ça fait partie de la vie sociale, et ce genre de petite remarque peut créer une conversation, peut créer des liens, peut in fine créer des rencontres. On entend les bruits des machines, des publicités, des caisses enregistreuses, et les bruits des rires, de la chaleur humaine, ces bruits-là sont évaporés. Si tu fais une remarque sur le temps qu'il fait en 2025 à des inconnus, on va te reprocher que tu essaies de meubler la conversation, que c'est idiot de parler du temps, qu'on s'en fiche. Les gens pensent en termes d'utilité, en termes d'intérêt. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit de petits traits d'esprit, traits d'humeur, de petites remarques anodines ou d'humour qui ont en réalité une utilité extrêmement élevée. Pourquoi? Parce que ces remarques permettent de créer des liens entre les gens, à partir de rien, des liens spontanés, qui font que, quand tu vois un de tes concitoyens, tu ressens de l'empathie envers lui. Parce que tu peux prédire son comportement. Tu peux prédire que un certain enchaînement de phrases et de séquences, certaines remarques peuvent bâtir des liens avec cette personne. Et ce climat vertueux te donne envie de construire avec lui ou elle une société, de construire avec lui ou elle un avenir commun. Le pire, c'est que si tu appliques encore ce modèle en 2025, cet ancien modèle entre guillemets, qui n'est devenu ancien que parce que les gens ne l'appliquent plus, mais si demain les gens se rendent compte de son utilité, de nouveau, et qu'il est de nouveau appliqué, ben, il redeviendra moderne. Quand tu décides de rester sur cet ancien modèle, de refuser quelque part la rencontre virtuelle à tout prix, et que tu souhaites te concentrer sur le réel, les gens, les jeunes en particulier, la fameuse génération Z, vont montrer une certaine gêne à ton égard, comme si tu étais un mec bizarre, alors que tu es normal. Tu appliques le paradigme normal, les pratiques que tout le monde appliquait depuis la naissance de l'humanité jusque dans les années 2010. C'est à partir de 2010 qu'on a un changement et une accélération des applications de type réseau social. C'est là où elles sont toutes créées. Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Pour ne citer que les principales. Alors quels ont été les résultats des réseaux sociaux? En fait, les gens sont devenus insociaux, sont devenus incapables de sociabilité. Ils ne savent plus comment aborder dans la rue. Ils ont peur de paraître bizarres. Ils ne savent pas quoi dire. Ils pensent que quel que soit ce qu'ils vont dire, ça va être perçu comme idiot, comme absurde, comme vain. Quels sont les comportements encouragés sur les réseaux sociaux? Le court-termisme, l'absence d'engagement envers une personne en particulier, parce que tu penses que tu as accès à des dizaines de milliers de personnes virtuellement à qui tu peux parler, alors qu'en réalité, parler à quelqu'un, ce n'est pas simplement lui dire bonjour. Parler à quelqu'un, ça veut dire à un moment donné, lui confier certains de tes sentiments, certaines informations qui sont privées, que tu ne voudrais pas dévoiler, mais que tu fais quand même parce que tu fais confiance à cette personne. Tu lui confies quelque chose. C'est ça, avoir une conversation. Cette confiance, crois-le ou pas, mais c'est la base de la société. Si tu ne peux faire confiance à personne, tu ne peux pas bâtir de société. Tu ne peux pas bâtir de coordination, de cohésion. Sans confiance, il n'y a tout simplement rien qui tient. Sans confiance, on peut faire face à deux scénarios. Le premier scénario, si les gens sont civilisés, c'est-à-dire ne sont pas immédiatement prompts à la violence, ce manque de confiance va créer des sociétés composées de légions de dépressifs. Parce que les gens ont ces pulsions, nous sommes programmés pour cela, pour se lier les uns avec les autres. Deuxième cas, si on se trouve dans une société où la défiance est de mise et que les populations sont plutôt enclins à la violence, pour des raisons de QI ou pour des raisons culturelles, il se produit en fait un chaos pur et dur. Des sociétés de chaos, carrément en guerre civile pour certaines,
On en a des exemples dans certains États musulmans ou des pays d'Afrique, mais aussi des régions d'Amérique latine, où la cohésion publique en fait n'existe plus, au profit d'une cohésion criminelle organisée qu'on appelle les cartels. Et voilà en gros les deux futurs terrifiants qui nous attendent. Les réseaux sociaux ont également un effet extrêmement pervers, qui consiste à toujours se comparer aux autres. Énormément d'études scientifiques ont mis ça en lumière, que les réseaux sociaux augmentent significativement les risques de dépression, parce que tu te compares toujours à quelqu'un d'autre, toujours à ce mec qui a des abdos incroyables, qui voyage tout le temps, qui a une vie à couper le souffle, pendant que toi, tu moisis dans ton 30 mètres carrés, alors qu'en réalité, on sait que c'est faux, évidemment. On sait que sur Instagram, sur Facebook, etc., on te montre ce qu'on veut bien te montrer, que la réalité est tordue pour te donner le meilleur de ce qu'une personne vit. Mais je vais monter d'un cran dans l'analyse. Pourquoi je te fais toutes ces remarques? Cette plus ou moins longue introduction me permet d'introduire l'idée centrale de cette vidéo. Il y a un optimum de technologie. Il y a un optimum à la quantité de technologie que l'on peut espérer incorporer dans une société pour qu'elle produise plus de bénéfices que d'inconvénients. Je vais répéter. Il y a un optimum de technologie à incorporer dans les pratiques d'une société pour que cette dernière procure plus d'avantages que d'inconvénients. Lorsque la technologie est utilisée pour arriver à une fin. Pour l'instant, on ne discrimine pas entre les domaines d'application de cette technologie. Je te donne un exemple. Pour niveler un sol dans une opération de terrassement, il va te falloir une certaine quantité de technologie. Le faire manuellement est sous-optimal. Tu mettrais en danger l'intégrité physique des travailleurs s'ils doivent terrasser avec les mains. Et puis le travail en lui-même serait très long à réaliser à la main. Donc tu utilises des machines, la technologie. L'utilisation de la machine, dans ce cas, est justifiée. Elle est justifiée jusqu'à un certain point. Parce que si tu mets carrément des robots à la place de tous les travailleurs de ton chantier, ça veut dire que les travailleurs perdent a priori leur travail. Est-ce que c'est optimal que les gens perdent, que des gens nombreux, perdent leur source de revenus et ne sachent plus quoi faire de leur vie? La question est ouverte. Je défends qu'il y a une optimalité dans la façon d'utiliser la technologie pour accomplir ses fins. Sur le marché du travail, on peut évidemment justifier les robots par l'augmentation de la productivité, des rendements, etc. Mais quand on parle des relations sociales, les relations sociales ne sont pas des objets de marché. En tout cas, dans mon monde à moi. Dans mon monde, les relations sociales sont des opportunités de bien-être. Et à ce titre, elles sont difficilement quantifiables. Et du fait qu'elles sont difficilement quantifiables, elles sont difficilement intégrables dans une relation de marché et donc dans une logique mercantile de profit. On peut aisément considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un trop de réseaux sociaux, nous sommes dans un trop de technologie, que le virtuel a pris en fait le pas sur le réel et il a trop pris le pas sur le réel. C'est une question de quantité, une question de pratique, une question d'intensité. On peut considérer qu'effectivement c'est une dérive. Quand le virtuel prend trop le pas sur le réel, in fine c'est une dérive. Avoir quelqu'un de physiquement présent à côté de soi, de qui tu peux recevoir une tape sur l'épaule, de l'aide, un sentiment d'amitié, de chaleur humaine, d'amour, c'est quand même mieux que de passer toute sa vie devant un écran, on est d'accord? J'espère que vous ressentez ce que je suis en train de vous décrire. Toutes ces émotions, tous ces sentiments n'existent que peu dans le virtuel. Des fois, je me dis que les nouvelles générations éduquées en grandissant uniquement avec ces nouvelles technologies, les smartphones, les applications de rencontres, ou n'importe quelle application qui permet de rencontrer ou de se connecter avec quelqu'un d'autre, et toutes ces générations qui n'auront pas connu le monde d'avant, le monde authentique, le monde direct, le monde sain où les gens se parlent plutôt que d'externaliser la communication à des machines, je me dis que ces générations seront d'authentiques psychopathes, au sens littéral du terme. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas faire preuve d'empathie parce qu'ils ne savent pas ce que c'est en fait. Donc voilà le point que je défends, il y a un optimum de technologie. Alors optimum signifie quoi? Optimum, ça signifie que jusqu'à un certain point d'utilisation de la technologie, on a plus d'avantages qu'un inconvénient. Passé un certain point,
passer une certaine quantité de technologie incorporée à la société, on commence à avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est à ce moment-là que le bon sens, la raison, la sagesse, je dirais même, la sagesse, nous invite à limiter cette quantité de technologie. Alors je sais très bien ce qu'on va me répondre, tu es anti-progrès, on peut pas arrêter le progrès, etc. Ce genre de phrases toutes faites que les gens vous répètent, ils ne réfléchissent jamais à ce que ça signifie au fond, et je pense que c'est n'importe quoi. Parce que ce que les gens veulent dire par le progrès, en fait c'est l'augmentation de tous les moyens qui permettent de libérer l'homme des tâches pénibles. Ce avec quoi je suis d'accord évidemment. Si on peut par notre intelligence bâtir des systèmes, bâtir des technologies, bâtir des machines, bâtir des outils qui nous permettent de nous libérer des tâches pénibles, c'est effectivement uniquement bénéfique. Une petite parenthèse quand même, ces machines-là, il faut les réparer, il faut les fabriquer, il faut les entretenir. Alors tu vas me dire, pour la fabrication, d'autres machines peuvent s'en charger. Parce que si on considère les voitures comme des machines et les robots comme des machines, il y a des robots qui peuvent construire des automobiles. Donc des machines peuvent construire des machines. Mais elles ne sont pas autonomes, en tout cas pas encore. Donc il faut les réparer, les entretenir, et il faut les connecter les unes avec les autres. Il faut les designer, les installer en réseau. Ce qu'elles ne font pas elles-mêmes. Tout cela est fort bien, mais quand on applique cette dynamique à des domaines où il ne faudrait pas externaliser à la machine, machine signifiant aussi algorithme. Tu sais que les algorithmes des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, analysent profondément tes comportements pour te suggérer les meilleures vidéos, entre guillemets, sur lesquelles l'algorithme est sûr que tu vas cliquer. Parce qu'en analysant tes préoccupations, tes pensées du moment, on est quasiment certain que tu vas cliquer sur telle ou telle vidéo, et donc tu vas rester dans un cycle de consommation de vidéos, dans un cycle de consommation de dopamine comme ça rapide, et tu ne vas pas quitter la plateforme, tu vas continuer à consommer. Donc tu te places dans un espèce de cercle vicieux de consommation. Tout cela est possible par l'analyse de tes comportements en profondeur via un algorithme. Donc si je reprends le contre-argument de ces progressistes qui nous expliquent qu'il faut aller de l'avant, il ne faut surtout pas stagner, etc. Oui, évidemment, sur les domaines où c'est justifié. C'est ça la nuance. Il faut aller turbo en avant dans les domaines où c'est justifié. Mais quand la technologie prend le pas sur les libertés, sur la capacité à générer des relations, sur tout le contenu spirituel, sur le bonheur humain, est-ce que ça reste justifié? Que l'on turbo implémente la technologie dans l'aéronautique, dans la robotique, dans le nucléaire, dans le maritime, dans l'automobile, c'est justifié. Mais quand l'utilisation de ces technologies dans des domaines où ce n'est pas justifié, les relations sociales, les relations amoureuses, commencent à prendre le pas et commencent à générer des comportements qui ne sont pas sains, qui ne permettent pas de produire ces relations, est-ce que ça reste justifié? Je ne pense pas. D'autant plus que ces domaines sont ce qui fait le sel de la vie. On est bien d'accord que tu ne te lèves pas pour aller travailler. Tu te lèves pour profiter des moments avec ta famille, avec tes amis, profiter d'un coucher de soleil, profiter d'une femme, enfin d'un moment avec une femme, hein, je veux dire. Attention. Tu vis pour ces moments-là, tu ne vis pas pour travailler. On est d'accord. Le travail est un mal nécessaire pour que la société tourne et pour que tu construises ta vie. Mais sinon, tu vis pour ces moments, les moments que tu passes avec les proches, avec ta famille, pour les émotions que tu ressens lors de tes voyages, quand tu parles à une nouvelle personne, à une nouvelle fille, ce frisson dans le cœur, dans l'estomac, c'est pour ça que tu vis. Tu ne vis pas pour travailler. Donc dans les domaines où la technologie n'est pas nécessaire, ou en tout cas qu'un excès de technologie n'est pas nécessaire, il faudrait limiter l'utilisation de cette technologie. Typiquement, ça se traduit par une restriction des réseaux sociaux, à la fois du contenu qui est présenté à l'intérieur des réseaux, mais aussi une restriction en termes de temps d'utilisation. J'ai l'impression que les progressistes, qui autrefois voulaient vraiment améliorer la condition d'être humain via la technologie,
Parce que c'est à peu près, finalement, c'est à peu près un des seuls canaux qu'on a. La technologie, le fait de remplacer ce qui est pénible et de l'externaliser via des machines qui a priori n'ont pas de sentiments, n'ont pas de pensée propre, etc. Peut-être que cette prémisse initiale va changer dans les prochaines décennies avec l'arrivée de l'IA générative. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Ces progressistes n'ont pas mis à jour le système idéologique. Ils sont toujours dans cette pensée, dans cette prémisse qu'il faut turbo-innover, qu'il faut turbo-utiliser la technologie et que c'est forcément bien. Je vais te faire un petit graphique. Donc pour les progressistes, on a ici en abscisse la quantité de technologie incorporée et en ordonnée, on a le niveau de progrès. Et pour les progressistes, c'est une courbe linéaire comme ça. Et plus on a de technologie incorporée, plus on a de progrès. Or, ce qu'on constate en 2025, eh bien, on constate que toujours plus de technologie signifie toujours plus de complexité, toujours plus de contrôle, toujours plus de régulation. Ils ne se rendent pas compte que l'optimum a été atteint et que plus de technologie signifie plus de mal-être parce qu'on a dépassé le niveau déjà optimal. En réalité, selon moi, la courbe est plutôt comme ça, une courbe en cloche. Donc on a toujours les mêmes axes en abscisse et en ordonnée, mais la courbe est en cloche. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a un optimum, tout ce qui est à gauche te procure plus d'avantages que d'inconvénients, et tout ce qui est à droite, plus d'inconvénients que d'avantages. En tout cas, ce que je revendique, c'est que ce graphique-là, de la courbe optimale, s'applique au monde humain, au monde des relations sociales, au monde de l'amour, de la façon dont on se traite, au monde de la justice, etc. Voilà ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Écoute, je lance la discussion. L'idée sur cette chaîne est de créer de l'intelligence collective. Je donne évidemment mon avis pour initier la réflexion. Voilà, penses-tu que la technologie doit s'arrêter ou ralentir après un optimum? Ou penses-tu qu'on peut y aller à fond les ballons et que par un espèce de wishful thinking, comme on dit en anglais, de prophétie autoréalisatrice, eh bien la technologie, in fine, règle les problèmes qu'elle crée elle-même? Je te donne un exemple. La certaine insociabilité ou asocialité ou associabilité, on peut la qualifier de plusieurs termes, qui est créée par les réseaux sociaux. Est-ce que la technologie permettra de la régler? Autre question, imagine le cas du nucléaire. Est-ce que la technologie permet de régler la question des déchets nucléaires enfouis dans le sol? Je prends un autre exemple pour ne pas citer que les réseaux sociaux. Est-ce que l'évolution de la technologie pourra régler la question des déchets enfouis dans le sol, des déchets radioactifs? Voilà, question ouverte, hein, bien évidemment. On va pas y répondre ici. Je te laisse sur la vue du fleuve. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.